La Bastide des Trois Vieillards de Pierre Bouchardon. Voici un crime horrible, mais qui ressemble à 100 autres. Il remonte à plus d'un siècle. La cupidité la plus basse l'a inspiré. Une cruauté froide autant qu'implacable a présidé à son exécution. Les assassins semblent indignes de toute miséricorde. On les doit même, dans le cas particulier, tenir pour des monstres, car ils ont égorgé des parents qui ne leur avaient fait que du bien. Et puis tout à coup vous allez voir s'agrandir le théâtre, le décor changer, et le drame atteindre au sommet de l'angoisse humaine. À une demi-lieue du gros bourg de Cuers, dans le Var, s'élevait jadis une bastide, qu'on avait appelée la Dolonne, du nom de la famille qui depuis bien longtemps y avait transporté ses pénates. Là achevaient leur vie trois vieillards. François Dolonne, un septuagénaire, sa femme Rose Verse, et son frère Jean Dolonne, l'aîné de tous, mais vigoureux encore, en dépit de ses 80 ans sonnés. En ce petit coin de la Provence, la température est si douce et le sol si fertile que d'autres maisons de campagne y s'y étaient bâties, que leurs propriétaires avaient fini par habiter toute l'année. Les Dolonne menaient une existence renouvelée des temps bibliques. Accoutumés dès leur enfance au dur labeur de la terre, tenant la frugalité pour la première des vertus, ils cultivaient eux-mêmes leur domaine. C'était un spectacle digne de l'antique que Jean et François, ces patriarches aux longues barbes blanches, travaillant dans leurs champs ou leurs vignes, jusqu'au coucher du soleil, et maniant les outils comme de jeunes hommes. Ils se trouvaient riches en proportion de leurs besoins, et ne mettaient de côté que pour leurs héritiers. Le ménage de François avait en effet 3 filles, mariées à Cuers, dans d'excellentes conditions. L'aînée Louise avec l'instituteur. Dans tout le pays, les bonnes gens de la Bastide la Dolonne étaient l'objet d'une sorte de vénération. Chez eux, nulle dépense somptuaire, nulle dépense même, en dehors de celle que leur dictait l'amour de leur prochain. Jamais un pauvre ne frappait à leur porte, sans emporter une aumône abondante. Leur charité était proverbiale, et savait revêtir des formes vraiment touchantes. Chaque nuit, ils plaçaient à quelques pas de leur maison, sous la margelle du puits, 2 vases en terre, l'un rempli d'eau et l'autre de vin, afin que le passant venu trop tard pour recevoir un viatique pût se désaltérer à sa convenance. En l'année 1818, certaines parties du Var n'étaient point sûres. Des vols audacieux, parfois accompagnés de meurtres, avaient été commis sur les routes. Mais si le bruit en était venu jusqu'à Cuers, on ne signalait à proximité aucune agression de ce genre, et ce n'était pas à des brigands de grand chemin que pensait Rose Verse, quand elle disait à une amie: « Si j'ai quelque chose à craindre, ce ne sera jamais que de la part de mes parents. » À quels parents faisait-elle allusion? Certainement pas à ses filles et à ses gendres, qui venaient les uns ou les autres la voir presque chaque jour, et avec lesquels elle s'entendait fort bien. Mais elle avait 2 frères, et de ceux-ci le moment est venu de parler. Le premier, Louis Verse, avait servi dans la marine de guerre pendant 36 ans,
Mieux encore que les certificats élogieux de ses anciens chefs, les cicatrices dont il était couvert attestaient qu'il s'était maintes fois et courageusement battu. Retraité comme quartier-maître, il s'était fixé à Toulon, où l'État avait confié à sa garde 2 vieilles frégates, alors immobilisées dans l'arsenal, la Levrette et la Bacchante. L'autre, Antoine Verse, était beaucoup plus sujet à caution. On prétendait qu'en l'an 6, il avait de concert avec plusieurs autres malfaiteurs dévalisé une ferme aux environs de Cuers. Certains se disaient sûrs de l'avoir reconnu. On lui imputait encore de nombreux maraudages, voire même des attaques nocturnes. Mais comme il ne se séparait guère de son fusil, avec lequel il se promenait farouche à travers la campagne, nul n'osait le dénoncer. Il fréquentait la maison des vieux d'Olonne, leur donnait à l'occasion un coup de main et acceptait leurs bienfaits sans leur en garder la moindre reconnaissance. Même il avait conçu contre sa sœur une jalousie extrême, du seul fait qu'elle était plus riche que lui. Rosevert s'en défiait, et elle ne tenait pas en meilleure estime son frère Louis, qui ne venait le plus souvent la voir que pour faire appel à sa bourse. C'est ainsi que le 29 septembre 1818, elle lui avait remis une somme suffisante pour régler Maître Dole, notaire à Cuers, auquel il devait de l'argent. Quand il eut tourné les talons, elle ne put s'empêcher de dire à sa plus proche voisine: « Vous l'avez vu, n'est-ce pas, sortir de chez moi? Eh bien, j'ai beau lui donner tout ce qu'il me demande, il n'est jamais content. C'est comme Antoine qui ne cesse lui aussi de me harceler. Ah, je vous assure que j'ai bien mes peines. Comment cela finira-t-il? Je suis toujours agité de tristes pressentiments. » Les Dolonne passaient pour avoir un magot en quelque coin de leur demeure, et leur petit trésor, croyait-on, venait encore de s'arrondir. C'est qu'au cours de ce même mois de septembre, ils avaient vendu leur récolte de vin pour 3000 francs. Sans doute le prix ne devait leur en être versé qu'aux environs du jour des morts, mais le bruit s'était répandu qu'ils avaient touché la somme en concluant le marché. Dès lors, l'idée d'un coup de main pouvait tenter des besogneux et des pervers. On eût dit d'ailleurs que les 3 vieillards de la Bastide redoutaient un acte de malveillance, car depuis longtemps déjà ils s'astreignaient à de minutieuses précautions. Ainsi, dès que la nuit commençait à tomber, ils rentraient chez eux, verrouillaient soigneusement leurs portes, et n'ouvraient qu'à des personnes dont la voix leur était parfaitement connue. De plus, ils possédaient un chien hargneux, qu'ils enfermaient au rez-de-chaussée, et qui aboyait avec fureur dès qu'un étranger s'approchait, fût sur la pointe des pieds de la maison. Ce chien, Louis Verse avait su l'apprivoiser en l'emmenant plusieurs fois à la chasse avec lui. Le vendredi 2 octobre 1818, Jean et François Dolonne regagnèrent leur Bastide après 6 heures du soir. Toute la journée, ils s'étaient occupés à transporter du vin pour leurs provisions. Déjà, Rosevert avait préparé le souper et mis le couvert. Ils se barricadèrent sans doute dans les conditions habituelles, et la nuit se passa sans que les voisins entendissent aucun cri, ni surtout aucun aboiement. Le lendemain samedi, vers 10 heures du matin, Louise Baude, la femme de l'instituteur, vint rendre visite à sa mère. Elle eut la surprise de trouver la porte fermée. Supposant que les Dolonne pouvaient vaquer à divers travaux assez loin de leur maison, elle parcourut le domaine dans tous les sens, mais ne les trouva nulle part. De guerre lasse, elle revint, écouta,
essaya de regarder par les interstices de la porte et des fenêtres. Rien que le silence, pesant au point de lui faire peur. Elle courut jusqu'à la bastide voisine et révéla ses alarmes. Des gens la suivirent. On dressa une échelle. On entra par une fenêtre. Alors, on aperçut dans la cuisine les frères Dolonne gisant ensanglantés au pied de la table, sur laquelle les plats étaient encore intacts. Dans une petite chambre à côté, Rose Verse était agenouillée, morte, le long du lit, dans une position telle qu'on pouvait croire qu'elle avait succombé à une syncope. Il n'en était rien. Comme son mari et comme son beau-frère, la malheureuse avait été égorgée. Elle avait reçu 3 coups de couteau ou de poignard dans la région du cœur. Jean Dolonne en avait reçu 8, et François Dolonne 5. Toutes ces blessures larges et profondes avaient été mortelles pour chacun, dès la première. Mais on avait jugé à propos de revenir à la charge, afin d'être bien sûr qu'aucune des victimes ne put être rappelée à la vie. Et soulevant la main par un dernier effort, montrait du doigt les meurtriers. Le médecin qui fut requis par le juge de paix de Cuers de visiter les cadavres pensa que les 2 frères avaient été frappés en même temps et par surprise, au moment où ils venaient de se mettre à table, et qu'on avait continué à les larder de coups de couteau, une fois qu'ils avaient eu roulé à terre, foudroyés par la mort. Quant à Rose Verse, il put affirmer que cette femme avait été poignardée, alors qu'elle avait perdu connaissance sous l'empire vraisemblablement de la terreur. Le vol avait accompagné la tuerie. On sut que les Dolonne avaient coutume d'enfermer leur argent dans un petit sac de toile, qu'ils glissaient au fond d'un tuyau de terre cuite, dit bourneau, caché dans le mur de la remise attenante à la maison. Or ce petit sac fut trouvé abandonné sur place, et vide de son contenu. D'autre part, les 2 fusils qu'on avait l'habitude de voir dans la cuisine manquaient à leur atelier. Enfin, les armoires avaient été visitées de fond en comble. Mais circonstance à retenir. Le linge et les effets avaient été éparpillés sur place, comme si l'on eût craint de se compromettre, en s'appropriant des objets trop faciles à identifier. Leur forfait accompli sans que le chien eût signalé leur présence, ou les eût gênés en quelque manière, les malfaiteurs s'étaient retirés, et avaient pris soin de refermer la porte derrière eux. La clé fut retrouvée dans les champs, à peu de distance de la maison. La première idée qui vint à l'esprit des magistrats, et elle devait en bonne logique diriger les recherches liminaires, ce fut que des parents ou des familiers seuls avaient pu s'introduire dans la bastide des Dolonne. En effet, point d'effraction et pas davantage d'escalade. Le chien de garde, si méchant d'ordinaire, n'avait pas donné de la voix. Les malfaiteurs étaient entrés comme chez eux, car à leur seul appel, Rose Verse avait tiré les verrous sans la moindre défiance, et ils étaient allés tout droit à la cachette, comme des gens qui connaissaient à merveille les coins et recoins du logis. L'attitude d'Antoine Verse, dès après la découverte du crime, n'avait pas été sans éveiller certains soupçons. Cet homme redouté était arrivé le 3 octobre à la Dolonne, au moment où le juge de paix de Cuers et les gendarmes procédaient à la première enquête. Il s'était aussitôt attaché à leurs pas, et il avait montré devant les cadavres une telle indifférence
que le brigadier n'avait pu s'empêcher de l'apostropher en ces termes. « N'avez-vous pas honte, vous le proche parent de ces malheureux, de faire étalage d'autant d'impassibilité? Votre contenance, votre physionomie finirait par me faire croire que vous êtes peut-être le complice des assassins. » À ces mots, le frère de la morte avait paru foudroyé. Il avait pâli et était sorti de la pièce en se voilant la figure avec la main. Quant à Louis Verse, il n'avait quitté l'arsenal de Toulon que dans la matinée du 4 octobre, aussitôt après avoir été prévenu du fatal événement. Il avait assisté aux obsèques, mais la voix populaire, la clameur de haro, comme on disait autrefois, n'avait pas tardé à le désigner aux plus sévères investigations de la justice. Le juge d'instruction de Toulon, qui venait de se transporter sur les lieux, n'hésita pas à décerner des mandats d'arrêt contre les frères Verse. Il déploya un zèle méritoire. Il entendit plus de 100 témoins. Puis, quand la chambre d'accusation de la cour royale d'Aix eut été saisie de sa procédure, elle voulut s'éclairer encore, en ordonnant un plus ample informé et en déléguant un de ses membres, le conseiller Leblanc de Castillon, pour recueillir des dépositions nouvelles, tant à Cuers que sur le théâtre du crime. Les charges ainsi assemblées parurent graves. Sans doute prises isolément, elles n'auraient pas été suffisantes pour déterminer une conviction, mais leur ensemble et leur précision arrivaient à former un tout impressionnant. Contre Antoine Verse, il y avait tout d'abord d'audacieux mensonges. Ainsi, pour écarter les soupçons qui pesaient sur sa tête, cet inculpé prétendit savoir pertinemment que les Dolonnes ne devaient toucher le prix de leur récolte de vin qu'au mois de novembre. « Je le sais d'autant mieux, précisa-t-il, que j'étais présent lorsque le marché a été conclu. » Il tombait mal. L'acheteur, un certain Sylvestre Blanc, le démentit tout net. D'autre part, le même Antoine Verse avait été prié par les Dolonnes de les aider à transporter du vin dans les heures qui avaient précédé le crime. Or il s'était récusé, sous le prétexte qu'il ne pouvait se dispenser de nettoyer son puits. Mensonge encore. Non seulement il ne s'en était pas approché, mais il s'était absenté de Cuers. Dans quel dessein et de quel côté avait-il dirigé ses pas? On ne mit pas longtemps à l'apprendre, et c'est ici que sa conduite apparaissait comme singulièrement compromettante. En effet, à 5 heures du soir, le 2 octobre, il avait été aperçu sur l'ancien chemin d'hier, marchant vers la bastide de la Dolonne. Impossible d'en douter, car il avait parlé à plusieurs villageois, qui taillaient des oliviers dans leurs champs. Par-dessus tout, il avait découché durant la nuit du triple assassinat. Les locataires de sa maison ne l'avaient pas entendu rentrer, et sa femme, en apprenant la fatale nouvelle, s'était écriée. « Heureusement qu'Antoine est allé passer la nuit au hameau de la Colle. S'il avait demandé asile à sa sœur, on l'aurait assassiné comme les autres. » Or l'inculpé s'entêta à démentir tout le monde. Il entendit soutenir qu'il n'avait pas quitté Cuers, qu'il n'avait croisé personne, qu'il n'avait conversé avec personne, et qu'il avait reposé paisiblement sous son toit. Vraiment, c'était par trop d'impudence. Qu'il eût couché à la Colle, ainsi qu'il en avait manifesté l'intention à sa femme. La chose paraissait probable, car il avait été aperçu sur le chemin de ce hameau. Mais cette dernière circonstance ne venait guère à sa décharge.
car il avait été rencontré en pleine nuit, marchant d'un bon pas, et les yeux gros. Qu'avait-il fait auparavant? Qu'avait-il fait surtout à l'heure où se perpétrait le crime? Ce n'était pas tout. Quelques jours seulement avant le 2 octobre, l'épouse d'Antoine Verse avait, en présence de son mari, tenu à une demoiselle Christine Montagrand, de Cuers, un langage bien singulier. « Je vous propose de vous acheter votre maison pour 3000 francs. »« Et comment me paierez-vous » s'était-elle entendue objecter. « Vous ne possédez rien. »« En ce moment peut-être. Mais attendez. Avant peu, une femme me donnera l'argent. » Enfin, le samedi 3 octobre, à une heure où la tuerie de la Dolonne n'était pas encore connue à Cuers, Antoine Verse s'était rendu chez une de ses nièces pour lui emprunter un chaudron. « Je ne le peux pas aujourd'hui, » lui avait-elle répondu. « Mais ma sœur, Madame Baude, vous prêtera le sien dès qu'elle sera revenue de chez maman. » À ces mots, l'oncle avait changé de couleur, et il avait tourné les talons sans poursuivre l'entretien. De Louis Verse, le cas n'était pas beaucoup plus favorable. On se rappelait le propos inquiétant que sa sœur avait tenu à son sujet le 29 septembre. Simple élément moral encore, mais l'instruction possédait des armes autrement sérieuses. De même que son frère Antoine, l'ancien quartier-maître, semblait bien avoir découché durant la nuit du crime, et tous ses efforts pour démontrer le contraire l'avaient mal servi. D'abord, on l'avait aperçu dans les rues de Cuers, tant le jeudi 1er octobre que le vendredi 2. Il portait un frac bleu et baissait la tête. Sans doute des personnes dignes de foi attestaient sa présence à Toulon, dans l'après-midi du 2 octobre. Mais cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il eût pu se trouver le même jour à la Dolonne. C'était au plus 5 lieues de marche, et il connaissait tous les raccourcis du chemin. Et du reste, avant de se mettre en route, n'avait-il pas eu un intérêt majeur à se montrer au plus de gens possible, afin de se forger un alibi? En tout cas, comment admettre qu'il eût passé la nuit à bord de la levrette, ainsi qu'il entendait soutenir? Ce bâtiment venait de subir l'opération dite du dédoublage, et l'enlèvement de sa carapace de bois le rendait inhabitable. Mais à ce point de son instruction, le juge de Toulon avait mis en lumière 2 faits, dont le rapprochement constituait à la charge de l'ex-marin une preuve décisive. Le soir du triple assassinat, on avait aperçu sur le chemin de Cuers à la Dolonne un mystérieux personnage d'une assez haute stature, portant casquette, pantalon de nankin et veste bleue. Et le lendemain, Louis Verse avait été rencontré en un costume identiquement semblable, dans les rues de Toulon, ce dont il ne voulut jamais convenir, malgré des témoignages formels. Par-dessus tout, ce qui accablait les frères Verse, c'est que le crime ne paraissait guère imputable qu'à des gens en relations intimes avec les 3 vieillards de la Dolonne. Leur introduction nocturne, mais sans violence, dans une bastide aussi bien gardée. Cette circonstance que Jean et François avaient pu être égorgés à table, sans que subsistât le moindre indice d'une terreur, d'une défiance ou d'une lutte quelconque. La parfaite connaissance que les assassins avaient eue des lieux et des habitudes des gens. Tout concourait à démontrer que la justice avait suivi la bonne piste. Les frères Verse furent donc renvoyés devant la cour d'assises du Var, siégeant à Draguignan.
et la session qui s'ouvrit le 20 août 1819, sous la présidence du conseiller Verger, de la cour royale d'Aix, fut particulièrement chargée. La première affaire avait soulevé dans toute la région une indicible épouvante. Il s'agissait d'une bande de malfaiteurs et d'un assassinat de grand chemin. Mais ceci est une toute autre histoire, sans aucun rapport avec le crime de la Bastide de la Dolonne. Le 29 avril 1819, un maquignon des Basses-Alpes, nommé Jean Blanc, revenait de la foire de Saint-Maximin, où il avait vendu tout un lot de chevaux. Il voyageait à petites journées, monté sur une mule, et emportant dans sa valise une somme de 3000 francs. Quand à 10 heures du matin, au milieu d'un bois, deux individus l'assaillirent, et se pendant au basque de son manteau, lui firent vider les étriers. Ensuite ils se mirent en devoir de lui écraser la tête, en se servant tantôt d'une grosse pierre, tantôt de la crosse de leur pistolet d'arçon. Pour finir, ils le dévalisèrent. Jean Blanc ne survécut que par miracle, mais dès qu'il eut été rétabli de ses affreuses blessures, il put fournir au magistrat des renseignements précieux. Plus tard même, il reconnut sans hésitation le plus acharné de ses agresseurs, en la personne d'un certain François Poncy, marchand de chevaux à l'Orgue. D'ailleurs, l'instruction ouverte à Draguignan finit par faire éclater toute la vérité. La victime avait été suivie dès le champ de foire par 4 individus de sac et de corde. François Poncy déjà nommé, Honoré Vaillant, autre Maquignon, André Simon et Louis Pérémont, tous gens du pays. On avait tout combiné à Saint-Maximin même. Puis, l'heure venue d'accomplir le crime, on avait devancé Jean Blanc, afin d'aller l'attendre à l'endroit le plus propice. Mais comme il avait alors le choix entre 2 chemins, la bande s'était divisée en 2 groupes de 2 hommes, afin qu'une embuscade pût être tendue, partout où besoin serait. Le hasard favorisa Vaillant et Poncy. À peine s'était-il posté dans un bois, le bois de Bodinard, qu'un trottinement de mules se fit entendre. L'homme arrivait. On sait le reste. Ajoutons que le butin fut partagé nuitamment entre les 4 malfaiteurs, dans la grotte de Maurière. Dès le premier moment, André Simon avoua tout et désigna ses complices. Puis, se faisant justice lui-même, il avala un poison mortel qu'il avait réussi à dissimuler sous ses vêtements. Poncy, Vaillant et Pérémont comparurent seuls devant les assises, et le 21 août la cour les condamna à la peine de mort. Elle ordonna en outre leur exécution à Draguignan. Le 28 août commença le procès des frères Verse. Il dura 5 jours et attira un public nombreux. Si nombreux que la foule dut refluer sur les avenues qui menaient au palais de justice. Le procureur du roi Olivier soutenait l'accusation. Au banc de la défense étaient assis 2 avocats réputés de la région, maître Emmanuel Poul et maître Audifray Aîné. Les accusés se défendirent mal. Plus d'une fois, ils se trouvèrent en contradiction avec des témoins honorables, sur des faits matériels qui, lors même qu'ils auraient été avoués, ne pouvaient guère aggraver leur sort. On assista à une scène profondément émouvante. Quand les 3 filles de rose verte s'avancèrent en long voile de deuil, à la barre des témoins, tous détournèrent la tête avec horreur, en apercevant leurs oncles. Et pendant un moment, les échos de la cour d'assises ne retentirent que de leurs imprécations, ou de leurs sanglots. 2 d'entre elles se trouvèrent mal, et on eut grand-peine à leur faire reprendre connaissance.
Le 1er septembre seulement, les jurés firent connaître le résultat de leur délibération. À l'unanimité, moins une voix. Ils avaient déclaré Antoine Verse coupable. À l'égard de Louis, ils s'étaient divisés un peu plus. Et la majorité n'était que de 8 suffrages. Aussi conformément à la législation en vigueur, la Cour dut-elle voter, mais ce fut pour se réunir tout entière à cette majorité. Au moment où le président Verger prononçait le double arrêt de mort et ordonnait l'exécution sur la place publique de Cuers, les 2 condamnés prirent Dieu à témoin de leur innocence. Louis Verse ajouta: « Maintenant que le sort en est jeté, et que je n'ai plus rien à attendre de la justice des hommes, je répète que je ne suis pas coupable. Ah, je suis bien à plaindre. Mais vous, messieurs les jurés, vous l'êtes encore plus que moi. » Cette protestation, qui pouvait tout aussi bien passer pour un défi, tomba dans le silence. Beaucoup furent étonnés. Quelques-uns essuyèrent une larme. Parmi ceux qui ont coutume de s'attendrir, dès que vibre d'une certaine façon la voix humaine. Mais personne ne sentit sa conviction chanceler. Puis l'inexorable machine judiciaire continua sa route. Poncy et ses 2 complices avaient saisi la Cour de cassation. Antoine et Louis Verse firent de même. Simple retard au châtiment. Les pourvois furent rejetés, et Louis XVIII décida que la justice suivrait son libre cours à l'égard de tous. Dans la seconde quinzaine d'octobre, les dossiers furent renvoyés au procureur général près la cour royale d'Aix, pour que la guillotine se dressât aussi bien à Cuers qu'à Draguignan. Par quel groupe de condamnés allait-on commencer? 23 octobre 1819. Il est 11 heures du matin. Un tombereau entouré de gendarmes à cheval vient de se ranger devant la prison. Successivement, on voit entrer des magistrats, des prêtres, puis 2 hommes sinistres, M. d'Aix et M. de Draguignan. Dans leur cabanon, Antoine et Louis Verse écoutent, le front ruisselant d'une sueur d'agonie. Depuis leur condamnation, ils portent rivés à leurs chevilles 15 livres de fer. Des clés cliquettent, des verrous sont tirés, qui grincent. Des pas résonnent sur les cadettes des corridors. Ils se rapprochent. On passe. On est passé. Ce n'est pas le tour aujourd'hui des assassins de la Dolonne. On vient chercher les survivants de la bande Poncy. Les voici déjà sur la charrette, torse à demi nus, et les bras étroitement ligotés. Le cortège s'ébranle. Bientôt la place de l'horloge apparaît, l'échafaud faisant tache rouge au milieu. L'un après l'autre veillant éperemment, gravissent les degrés de la plateforme. 2 têtes tombent. À Poncy maintenant de payer sa dette. Le plus coupable ayant comme toujours le privilège d'expier le dernier. Le misérable est debout devant la bascule. Des mains s'abattent sur ses épaules. Alors se produisit un coup de théâtre inouï, et tel qu'on n'en vit peut-être jamais dans les annales de la justice criminelle. « Attendez !» s'écria François Poncy d'une voix lamentable. « Je ne puis cependant porter dans la tombe un secret qui m'étouffe depuis plus d'1 an. Antoine et Louis Verse ne sont pas coupables. C'est moi qui ai assassiné les vieux Dolonne, en compagnie des gens que vous ne connaissez pas encore, et que je vais vous désigner. Devant la mort, on ne ment plus. Laissez-moi tout dire. Vous me tuerez après. » Les magistrats se regardèrent, sceptiques, mais décontenancés malgré tout. Quant aux bourreaux, ils retinrent leur geste.
et attendirent pour le reprendre, que l'ordre leur en fut donné par le procureur du roi. Celui-ci ne savait que décider, et cependant devant la foule grondante, qui manifestait en sens divers, il avait à prendre un parti immédiat. N'était-ce pas une ruse classique qu'employait le moribond pour retarder de quelques heures, de quelques jours peut-être, un châtiment 100 fois mérité? Bien des criminels avant Poncy avaient tenté par le moyen de révélations imaginaires de se soustraire à leur sort, pensant bien qu'une fois la guillotine démontée, on ne la remonterait pas pour eux. Alors que faire? À quelle détermination s'arrêter? Laisser le glaive s'abattre, c'était se mettre en présence de l'irréparable. Surseoir, c'était probablement permettre à un audacieux de bafouer la justice à la face de 5000 personnes, et de se soustraire dans des conditions scandaleuses à ses arrêts. En une seconde, bien des pensées traversèrent le cerveau de M. Olivier. Un souvenir lui dicta son devoir. Il s'agissait d'une circonstance à laquelle les magistrats avaient attaché jusqu'ici fort peu d'attention, convaincus qu'ils avaient été, dès l'origine, que le triple assassinat de la Dolonne n'était et ne pouvait être que l'œuvre des familiers du logis. Le juge de Toulon s'y était arrêté l'espace d'un instant, et il en avait été à peine question lors des débats de la cour d'assises. Pourtant la piste méritait mieux que ce dédain. Le soir du crime, vers 6 heures, plusieurs individus étrangers au canton avaient été aperçus à proximité de la Bastide Rouge. Ils s'étaient étendus sous un figuier et évitaient les regards. Assumant une responsabilité qu'il sentait pesante et qui pouvait lui attirer pour le moins un blâme sévère, au cas où la justice aurait été victime d'une imposture, le procureur du roi prit sur lui de faire ramener le condamné à mort dans les geôles de la ville. Le même jour, le juge Jean-Baptiste Chrysostome Tholon, assisté du commis greffier Marc-Antoine Cauvet, vint recueillir les révélations de Poncy. Mais ce dernier lui fut amené enchaîné si étroitement que le procès-verbal porte in fine cette mention. N'a pu signer, attendu l'état dans lequel il se trouve par mesure de sûreté. Ce procès-verbal, l'auteur du présent récit ne l'a pas tenu sans émotion entre ses mains. Suffit-il d'en donner une sèche analyse? Mieux vaut laisser parler Poncy comme il parla, en cet instant solennel, au juge de Draguignan. Au moment de paraître devant Dieu, je dois déclarer à la justice que les frères Antoine et Louis Verse ne sont point coupables de l'assassinat pour lequel ils ont été condamnés. Les auteurs de ce crime sont Joseph Rondon de l'Orgue, un aubergiste de Besse, âgé d'environ 45 ans, que je ne connais que sous son surnom de Carnaille, et moi-même. Voici d'ailleurs comment la chose se passa. Je fus avec Randon à la foire de Bailleul, qui eut lieu le 29 septembre 1818, jour de Saint-Michel. Nous y rencontrâmes un certain Bernard, demeurant à Entrecasteaux, âgé d'environ 60 ans, et qui était alors fermier d'une propriété où s'élève une petite bastide blanche, sur le territoire de l'Orgue. Le dit Bernard nous proposa d'aller à la bastide de la Dolonne pour voler et assassiner ses habitants. Nous acceptâmes. Le coup devait avoir lieu le jeudi 1er octobre, mais il manqua, parce que les vieux Dolonne se trouvaient hors de leur logis lorsque nous arrivâmes.
Bernard, qui nous avait précédés et qui les connaissait fort bien, coucha chez eux. Nous allâmes chercher un gîte à Cuers. Le lendemain 2 octobre, nous revîmes Bernard à l'auberge Camaï. Mais il ne fut pas question de notre entreprise, et celui qui nous l'avait suggéré put parfaitement croire que nous n'y pensions plus. Quand il eut pris congé de nous, Rondon proposa à Camaï de devenir notre complice. L'expédition tenant toujours. Le cabaretier ne dit pas non, et tous les 3 nous partîmes pour la Dolonne, où nous fûmes à la nuit tombante. La porte n'était pas encore verrouillée. Nous entrâmes à la file. Moi, je fermai la marche. Je vis la table mise et les frères Delonne se disposant à souper. Camaï et Rondon, qui étaient armés chacun d'un stylet ou d'un couteau, sautèrent sur eux et les égorgèrent. Puis ils prirent sous les bras Roseverse et la traînèrent jusqu'à la remise où elle leur indiqua la cache de l'argent. Nous pûmes ainsi nous approprier une vingtaine de louis. Nous ramenâmes la malheureuse jusqu'à la Bastide et la fîmes entrer dans une chambre où il y avait un lit. Ce fut là que Camaï la poignarda, pendant que je restais sur la porte. Pour finir, nous visitâmes tous les placards de la maison. Mais notre nouveau butin fut mince. À peine 2 ou 3 écus de 5 livres. Ayant ainsi fait, nous éteignîmes la lampe et nous nous séparâmes. Je me rendis à Hyères, où j'arrivai vers les 2 heures du matin. Je logeai dans une auberge qui se trouve au bas de la ville. Rondon et Camaï retournèrent à Besse et firent de l'argent 3 parts. Je reçus la mienne à l'orgue, des mains de Rondon quelques jours après. Le juge. En quittant la Bastide de la Dolonne, enfermâtes-vous la porte? Poncy. Oui, monsieur. Je procédai moi-même à cette opération, et je jetai ensuite la clé dans les champs. Les 2 frères Delonne furent-ils assassinés sous les yeux de Roseverse? Oui, hélas. Ne vous êtes-vous jamais entretenu avec les frères Verse de l'affaire en question? Ceux-ci ne vous auraient-ils point engagé, par don ou promesse, à faire de fausses révélations pour les soustraire à l'action de la justice? Ah, grand Dieu, non! Je ne parle, je vous jure, que pour décharger ma conscience et pour arracher à la mort 2 innocents. Vous m'avez dit que, primitivement, vous aviez projeté de commettre le crime le 1er octobre. Ce jour-là, Bernard devait-il coopérer au vol et à l'assassinat? Oui, monsieur. Précisez alors les circonstances qui firent avorter vos desseins. Quand Rondon et moi arrivâmes, nous vîmes Bernard sur le pas de la porte et les frères Delonne au devant de la Bastide. Nous leur demandâmes du vin, mais ils prétendirent n'en point avoir, et se bornèrent à nous offrir un seau de leur puits. Jugeant que le moment n'était pas favorable pour faire le coup, nous nous retirâmes, sans avoir parlé à Bernard. J'ajoute que celui-ci a pu ignorer que nous étions les auteurs du crime du 2 octobre. En tout cas, il n'a reçu aucune part de l'argent volé. Savez-vous s'il y avait un chien à la Bastide de la Dolonne? Quand nous y arrivâmes, Camaï, Rondon et moi nous entendîmes effectivement aboyer un chien. Cela nous mit un peu en considération. Mais cet animal ne se montra pas, et nous ne l'entendîmes plus. Quand vous fûtes mis en état d'arrestation pour la tentative d'assassinat commis sur la personne de Jean Blanc, vous étiez porteur d'un stylet? N'avez-vous point fait usage de cette arme
lors du carnage du 2 octobre 1818. Ce jour-là, je n'étais nanti d'aucun instrument. Je le répète, Rondon et Camaille seuls ont frappé. Qui retira l'argent de la cachette? Camaille. Il n'eut d'ailleurs qu'à passer la main dans le bourneau. Ainsi s'exprima Poncy. Et tel était bien, d'un bout à l'autre de cette confession, l'épouvantable vérité. Dès lors il devenait facile, avant même de connaître certains détails, que la justice allait bientôt apprendre, de reconstituer la scène du crime. Une nouvelle bande s'était organisée, sous la direction de l'homme qui avait déjà attaqué sur les grands chemins le maquignon Jean Blanc, et qui s'efforçait, mais en vain, dans l'affaire de la Dolonne, de se décharger du rôle principal. On était venu à la chute du jour et on avait pu s'introduire dans la Bastide, avant que les verrous fussent poussés. Effrayé sans doute à la vue des poignards que brandissaient les envahisseurs, le chien avait pris la fuite. Aussitôt l'opération mûrement étudiée avait suivi son cours fatal. On avait frappé avec la rapidité de la foudre, 2 vieillards sans défense. Et alors quelle agonie avait dû être celle de Rose Verse, pendant les quelques minutes où elle leur avait survécu. Spectatrice de l'assassinat de son mari et de son beau-frère, traînée de force jusqu'à la remise, pour qu'elle indiquât la cachette de l'argent, ramenée à la maison pour y être poignardée. La malheureuse s'était affaissée le long de son lit, tombant en syncope, avant d'être mise à mort. Comme il en fut de Miss Cavell, quand elle vit les soldats allemands prêts à la mettre en joue. En tout cas, les frères Verse avaient bien failli expier sur l'échafaud un crime dont ils n'étaient ni les auteurs ni les complices. Une idée préconçue, jointe à des coïncidences malheureuses, les avait désignés à la vindicte publique. Leur dénégation obstinée autant que stupide, sur des circonstances matériellement établies, avait fait le reste. Pourquoi Antoine n'avait-il pas voulu reconnaître que le soir du triple assassinat, il était allé coucher au hameau de la Colle, au lieu de s'entêter à soutenir contre les propres déclarations de sa femme, qu'il avait passé la nuit à Cuers? Pourquoi Louis s'était-il obstiné à démentir tous les témoins qu'il avait rencontrés, le 3 octobre 1818, dans un certain costume, alors qu'une seule question de distance rendait bien improbable sa participation au carnage du 2. C'était en effet jusqu'à 5 heures du soir que des personnes dignes de foi l'avaient aperçu dans les rues de Toulon, le 2 octobre, et les victimes avaient été égorgées avant qu'elles eussent entamé leur souper. Toulon se trouvant séparé de la Dolonne par plus de 4 lieues. L'ancien quartier-maître n'aurait donc pu rejoindre son complice, à pied tout au moins, qu'une fois les meurtres accomplis. Et en ce cas, comment Antoine Verse avait-il disposé de moyens suffisants pour assassiner à lui tout seul 3 personnes? Certes, la maladresse de la défense éclatait à chaque pas. Mais comment demander à des êtres frustes, quand tout les accable, de conserver leur sang-froid et de ne pas s'enferrer par peur de se compromettre davantage? Au fond, l'instruction s'était égarée dès le premier moment, parce qu'elle n'avait voulu suivre qu'une piste. Sans se préoccuper des individus suspects dont la présence avait été signalée à une heure compromettante, dans le voisinage de la Bastide la Dolonne. Elle avait posé à la base de toutes ses recherches, qu'en raison de certaines difficultés d'exécution,
le crime n'avait pu être accompli que par des proches parents, connaissant les mots de passe, et pouvant dès lors se faire ouvrir la porte à toute heure. Hypothèse vraisemblable sans doute, mais sujette à l'erreur comme toutes les hypothèses. On parlait de la façon sévère dont les victimes savaient se garder, mais les précautions les plus minutieuses ne peuvent-elles fléchir un jour ou l'autre? Ainsi Bernard, un étranger, avait été une nuit au moins l'hôte des vieux d'Olonne, sans éveiller leur défiance. Toutefois, si la justice était lourdement trompée, les frères Verse devaient malgré tout s'imputer à faute tous leurs mensonges. Tant il est vrai que pour des innocents, la meilleure défense, et la plus habile aussi, consiste à dire la vérité sans réserve, même sur les points de détail. Le 24 octobre 1819, Poncy fut interrogé à nouveau, et comme il lisait sur les traits du juge un certain scepticisme, il se plut à multiplier les précisions. « Pour vous donner, dit-il, une preuve certaine de la véracité de mes aveux, je vais vous faire la description de la bastide de la Dolonne. Au-devant, mettez à une distance de 7 ou 8 pas, il existe une cabane et un puits qui se touchent. En entrant dans la maison, dont les murs sont, si je ne me trompe, enduits de chaux et de sable, on rencontre une cuisine de médiocre grandeur. C'est là que les frères d'Olonne furent assassinés. Un escalier qui part de cette pièce conduit aux appartements supérieurs. La remise dans laquelle fut conduite Rose Verse, pour nous indiquer la cache, est située à côté de la bastide et vers le Mistral. La dite cache se trouvait à gauche en entrant. Je remarquai de la paille et une crèche, à laquelle était attachée une bourrique. Il m'a paru que la remise ne fermait qu'au loquet. En tout cas, je n'ai aperçu de clé nulle part. Le rez-de-chaussée comprenait 2 autres pièces. D'abord une petite chambre garnie d'un lit à côté duquel nous égorgeâmes la femme d'Olonne. Puis, attenant à la cuisine, un minuscule caveau ou cellier, où nous découvrîmes un flacon de vin rouge, que mes 2 complices emportèrent, après que j'y eus trempé mes lèvres. J'ajoute que lors du crime venu, nous nous étions mis en embuscade, tout à proximité de la bastide, attendant que l'un des habitants vînt ouvrir la porte et explorer les environs avant de la refermer au verrou. Cette circonstance ne tarda pas à se produire. Alors nous nous précipitâmes, et après avoir repoussé Rose Verse, qui tentait de nous barrer le passage, nous frappâmes son beau-frère et son mari, sans leur donner le temps de se reconnaître. J'oubliais de vous dire que dans la cuisine, Camaï trouva 2 fusils, que nous lui permîmes de s'approprier. Poncy n'était pas au bout de ses révélations, et quand une nouvelle information eut été confiée au juge, qui avait instruit la première affaire, il se décida à désigner un 4e assassin en la personne du propre beau-frère de Camaï, un certain Denis Coulet, maquignon à l'orgue. Pourquoi l'avait-il ménagé jusqu'alors? Ce point est toujours demeuré un peu mystérieux. Camaï s'appelait de son vrai nom François Abran, et tenait en effet auberge à Besse. Quant à Bernard, il n'était autre que le sieur Barthélemy Ponce, âgé de 61 ans, et cultivateur à Entrecasteaux. Avec raison, la justice lui demanda compte des instructions qu'il avait pu donner au meurtrier, car s'il n'avait pas participé matériellement au crime, ni reçu sa part du butin, il leur avait indiqué le coup. Il leur avait aussi servi d'éclaireur en couchant la veille sous le toit des Dolonnes. Il passa d'ailleurs des aveux,
et bientôt les magistrats de Toulon n'ignorèrent plus rien de l'affreuse trame qui avait précédé le triple assassinat. Le 29 octobre 1818, Poncy, Rondon, Pons et Coulet, tous ces gens peu recommandables, s'étaient rencontrés à la foire de Bailleul. « Ne connaîtrais-tu pas, avait demandé Poncy à Barthélemy Pons, quelque bastide où il y aurait un bon coup à faire ?» Et ce vieil homme de répondre: « Ma foi, quand j'étais valet de ferme aux environs de Cuers, j'avais pour voisins les frères d'Olonne. J'entretenais avec eux de bonnes relations. Je sais leurs habitudes, et je ne pense pas qu'il soit bien difficile de les dévaliser. La chose en vaut la peine, car ils possèdent au moins 25 000 francs. » Aussitôt le crime avait été décidé d'un commun accord. Et le surlendemain, 1er octobre, les 4 malfaiteurs se trouvaient au soleil couchant, tout près de la bastide de la Dolonne. Pons se détacha de la bande et entra dans la maison. On l'y accueillit de la façon la plus cordiale, et même on l'invita à souper. Mais quand vers la fin du repas Coulet se présenta à son tour, sous prétexte de demander à boire, les 2 frères sentirent la défiance les gagner. « Nous n'avons pas de vin, » affirma François. « Mais si vous voulez de l'eau, suivez-moi. » Et pendant que Jean l'escortait, une lampe à la main, il se dirigea vers le puits. Poncy et Rondon attendaient dans l'ombre, à 5 ou 6 pas de la porte extérieure. Bien que les visages vénérables des 2 vieillards leur apparussent en pleine lumière, ils n'osèrent pas attaquer. Le seau tiré, les Dolonnes firent signe à Coulet de boire. Puis ils rentrèrent chez eux et fermèrent leur porte au verrou. Tout interdit, les conjurés délibérèrent un moment pour savoir s'ils donneraient l'assaut. Mais ils jugèrent plus prudent de remettre l'affaire à un autre jour. Pons demeura chez ses hôtes. Autorisé à coucher, il alla s'étendre dans le grenier à foin. Puis au petit jour il décampa. Les autres lui imputèrent l'insuccès de l'opération. Aussi, quand ils eurent organisé une nouvelle attaque, ils le remplacèrent d'office par un scélérat de la pire espèce. François Abran dit Camaille. Cette fois on était bien décidé à aller jusqu'au bout. Mais pour attirer le moins possible l'attention, les brigands estimèrent opportun de se diviser en 2 bandes. Camaille et Rondon d'un côté, Coulet et Poncy de l'autre, et de se rendre par des chemins différents à la Dolonne. Malheureusement, le hasard voulut que sur le pont de Pierrefeu, Poncy rencontra une personne de sa connaissance. « Je vais à Hyères !» lui jeta-t-il en passant. Un peu plus loin, il découvrit un homme sur un figuier. « Je n'aime pas cela !» dit-il tout bas à Coulet. « Voilà un gaillard qui non seulement nous a vus, mais qui encore a bien pu nous entendre. » Le 2 octobre, dès avant la nuit, les 2 détachements opérèrent leur jonction, à proximité de la bastide la Dolonne. Les 4 hommes en firent le tour. Puis, après s'être reposés sous un figuier, ils se postèrent à 10 ou 12 pas de la porte extérieure. Au moment où Rosevert l'entrebâillait légèrement pour explorer les environs, ils se lancèrent à l'assaut et entrèrent en trompe dans la place. On sait ce qu'il advint. Quand tout fut consommé et que la bande chargée de quelques dépouilles se retrouva sur la route, Poncy, qui n'avait point oublié la rencontre du pont de Pierrefeu, dirigea ses pas vers la ville d'Hyères, où se tenait une foire. Il s'y montra bruyant pour être remarqué davantage, et même en présence de plusieurs personnes.
Il fit l'emplette d'un cheval. Le juge d'instruction de Toulon n'avait plus rien à apprendre. Mais il ne se résigna pas facilement à reconnaître son erreur. Si absolue avait été sa foi à la culpabilité des frères Verse, qu'un certain temps encore, il s'imagina que la bande Poncy avait pu les venir renforcer pour commettre le triple assassinat. À la fin, il dut se rendre à l'évidence. Aucun lien, direct ou indirect, n'apparaissait entre ces deux groupes d'hommes. La confession de Poncy avait été complète. Elle était sincère. Elle déchargeait de tout soupçon deux innocents. Mais tous les coupables n'étaient pas sous main de justice. Si Barthélemy Ponce et Camaille avaient pu être appréhendés dès les premières révélations, les deux autres assassins, l'oreille aux aguets, depuis qu'il avait été sursis à certaines exécutions, s'étaient empressés de prendre la fuite. Ils n'étaient pas de meilleurs aveux. Déjà, quand Poncy avait été condamné à mort, Rondon avait tenu ce propos trop significatif. « Je ne dormirai en paix que le jour où le couperet de la guillotine aura passé par là. » Obstinément, Camaille nia tout. Mais une circonstance à elle seule l'accablait. Les deux fusils volés aux frères d'Olonne furent retrouvés entre les mains de gens auxquels il les avait vendus. Et l'affaire fut portée devant la cour d'assises du Var le 2 juin 1820. Toutefois, Rondon et Coulet, demeurés introuvables, ne s'assirent pas aux côtés de leurs complices. Le conseiller Prosper Cabas de la cour royale d'Aix présidait, ayant pour assesseur le président Giraud, le vice-président Perrache, les juges Firmini et Almusi, ces quatre derniers magistrats appartenant au tribunal de Draguignan. Le procureur Olivier occupait cette fois encore le siège du ministère public. Il avait grandement contribué à la formation de l'erreur judiciaire, mais il s'était senti le courage d'arrêter à la dernière seconde le couteau de la guillotine. La conscience désormais en repos, il avait voulu reconnaître publiquement sa méprise, se frapper la poitrine devant ceux qui l'avaient injustement accusé, et réclamer le châtiment suprême contre les véritables assassins. Et le nombreux public qui encombrait la salle conserva pour s'associer à l'œuvre de réparation une attitude grave et recueillie. Après des débats émouvants, les jurés rapportèrent le 3 juin un verdict affirmatif. Toutefois, à l'égard de Barthélemy Ponce, il n'avait voulu retenir que les questions relatives à la complicité de vol par instruction, aide ou assistance. Incontinent, la cour condamna Poncy et Abran à la peine de mort. Elle infligea à Ponce 10 ans de travaux forcés, avec exposition et surveillance perpétuelle de la haute police, dès sa sortie du bagne. Quelle réparation allait-on pouvoir accorder aux frères Verse? Les cas de révision étaient alors singulièrement limités. Cependant, le ministère de la Justice avait licence de saisir la Cour de cassation, quand différents accusés ayant été condamnés pour le même crime, par des arrêts successifs. La culpabilité des uns excluait la culpabilité des autres. Toutefois, dans le cas particulier, on pouvait craindre, et on craignit, que la chambre criminelle se refusât à avoir une contrariété absolue entre l'arrêt de 1819 et l'arrêt de 1820. Le crime de la Dolonne ayant été commis de toute nécessité par une bande d'individus, auteurs ou complices, dont il était malaisé de déterminer le nombre. Ce qui revenait à dire, suivant la formule employée plus haut,
que la culpabilité de Poncy et consorts n'excluait pas obligatoirement celle d'Antoine et de Louis Verse. L'idée d'une instance en révision, se trouvant abandonnée, il n'y avait plus qu'à en finir avec les véritables assassins des vieux d'Olonne. Le 13 décembre à midi, la guillotine se dressa une fois encore à Draguignan, sur la place de l'Horloge. Mais François Abran, dit Camaille, gravit seul les marches de la plateforme. Poncy ne l'accompagnait pas. Pourquoi ce retard ou cette faveur, du moment que le misérable n'avait fait qu'ajouter à la liste de ses forfaits, déjà jugé digne du châtiment suprême, un nouveau crime, plus atroce encore? C'est que malgré tout on ne pouvait guère ne pas lui tenir compte de ces révélations qui avaient sauvé la vie à 2 innocents. Le 29 avril 1821, le roi commua la peine de mort prononcée contre Poncy, en celle des travaux forcés perpétuels. Mais avant de partir pour le bagne de Toulon, le condamné dut subir l'exposition et la marque. Le 13 juin, l'exécuteur des hautes œuvres, escorté de gendarmes, vint l'extraire de son cachot et le conduisit sur une place qu'il connaissait déjà, pour avoir failli y laisser sa tête. Il l'attacha au carcan durant 1 heure, puis avec un fer rouge il lui imprima sur l'épaule droite, en pleine chair fumante, les lettres T.P. Travaux forcés perpétuels. Le 29 avril encore, Louis XVIII accorda remise intégrale aux frères Verse de la condamnation qu'ils avaient encourue, puis étendant son droit de grâce jusqu'aux extrêmes limites du bon plaisir. Mais qui eût songé à lui en faire grief? Il les releva de toute incapacité civile et ordonna que les frais de leur procès, un peu plus de 4000 francs, seraient supportés par les fonds généraux de la justice criminelle. C'était quelque chose, mais c'était peu pour des innocents, qui avaient passé par toutes les affres de la mort. Et cette lamentable histoire prouve qu'il est plus facile de commettre une erreur judiciaire que de la réparer. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.